On va faire un petit tour d'horizon, en fait, sur les particularités de l'hypertension chez la femme antillaise. Docteur Atala André de la Guadeloupe nous fait un petit au revoir de loin. Son avion est dans pas longtemps. Alors, et puis le professeur Inamo est encore présent. Merci à eux pour tous les travaux qu'ils ont menés chez nous aux Antilles. Donc, on peut revenir, voilà. Bien, en 1998, je crois que c'est pas la toute première diapo. Bon, si peut-être. La prévalence et le traitement, le contrôle de l'hypertension avait été étudié aux Antilles-Guyane, donc comme je l'ai dit par l'équipe de choc, et montrait déjà donc des prévalences assez élevées aux Antilles versus la métropole, avec au total 19% chez les Antillais, tout confondu, hommes, et peu de différence chez la femme antillaise par rapport à l'homme. Toutefois, il fallait noter, en fait, ici, que la femme antillaise était quand même, elle avait des chiffres 2 fois plus importants que son homologue métropolitaine. Ce qui était intéressant aussi, qui est apparu à peu près sur les mêmes travaux en INAPAG en 2005, montrait quand même que les femmes caribéennes, globalement, prenaient leur hypertension à cœur et qu'elles avaient un meilleur contrôle de leur pression artérielle, une meilleure connaissance de leur maladie, et donc un taux de traitement qui était supérieur par rapport à la jante masculine. Un peu dans la même période, l'enquête ESCAL, qui a été menée par l'équipe de l'Observatoire martiniquais, par Sylvie Merle, qui nous présente, montrait aussi des taux chez la personne de plus de 16 ans, d'environ 20% chez les hommes et 25% chez la femme, donc un petit peu plus quand même d'hypertension chez la femme. Ici, c'était un petit peu la même idée. L'étude Canaries en 2013, qui avait été menée à la fois sur les 2 îles, OSM et Orsag, montrait des chiffres assez impressionnants aussi de niveau de pression artérielle, avec 38% en Guadeloupe, 37% pour la Martinique, avec une même trouvaille sur le taux de prévalence traité qui était plus élevé chez les femmes. Un peu plus récemment, l'enquête baromètre de Santé publique France, qui était sortie en 2021, retrouvait une prévalence d'hypertension déclarée de à peu près 31,5% en Martinique, 30% en Guadeloupe, 22% en Guyane et 20% à La Réunion. Donc ici, en fait, vous avez les comparatifs, en fait, de manière très intéressante qu'on note en Guadeloupe, 23% de prévalence d'hypertension chez l'homme, 35% chez la femme. En Martinique, 27% chez l'homme, 35% chez la femme. Donc on a des taux qui sont un petit peu moindres, comme je l'ai dit, en Guyane et en Réunion. Alors pourquoi cette particularité ? Quand on regarde un petit peu plus près, en fait, ce qui a été mené sur la Caraïbe d'une manière plus générale, ici, c'est à la Jamaïque. On retrouvait déjà, en fait, une exposition à l'obésité chez la femme qui expliquait en grande partie cette surprévalence d'hypertension artérielle, qui expliquait 26% en fait, d'élévation de la pression artérielle chez les femmes et 13% chez les hommes. L'enquête ESCAL, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, retrouve un petit peu les mêmes tendances, avec un surpoids et une obésité qui sont très importants chez nous et qui sont en lien avec l'hypertension artérielle. Ça, c'était l'étude Podium, qui avait été menée, pareil, dans les DROM, qui montrait donc un lien fort entre l'HTA et l'obésité. Merci André pour cette slide. En fait, c'est vrai qu'aux Antilles aussi, plus on fait des enfants, plus on garde le surpoids acquis pendant chaque grossesse. Et donc, on n'a pas non plus la culture de reperdre le poids gagné pendant les grossesses. L'enquête Canaries 2, qui est apparue un petit peu plus récemment, montrait sur un total de à peu près 800 adultes en Guadeloupe et 822 en Martinique qui avaient été pareil, pesés, mesurés en 2013 et 2014. Et montrait pareil des taux importants
de surcharge pondérale, avec 57% en Guadeloupe et 59% à la Martinique. Donc, des femmes plus souvent sujettes à cette surcharge pondérale, comme je viens de le dire. Donc, cette petite diaporama pour vous montrer un petit peu que c'est vrai ce que je vous dis sur tous les départements et qu'on a effectivement du travail à faire là-dessus. Alors, pourquoi ce surpoids et cette obésité, me direz-vous, aux Antilles? On a ce qu'on appelle la transition alimentaire. Donc, c'est un passage assez rapide, finalement, d'un modèle alimentaire traditionnel qui, aujourd'hui, vont cohabiter avec des modèles plus occidentaux. Donc, on a un recul, en fait, des féculents, des tubercules traditionnels, des végétaux, et une augmentation de la consommation de protéines animales, des sucres et des produits transformés. Donc, on a cette transition qui favorise la survenue des pathologies de surcharge qui devient prépondérante. Alors, c'est quoi bien manger chez nous? Bien manger, c'est avoir l'assiette bien pleine et c'est pas forcément suivre le DASH diet. C'est pas forcément non plus le régime méditerranéen qu'on ne connaît pas en fait. Bien manger, c'est avoir le ventre plein. Ça répond à un besoin de satiété et c'est ce qui compte. Sur nos comportements alimentaires, il y a eu un focus très bien fait en 2021 sur la Guadeloupe, par rapport aux recommandations du PNNS. On s'est quand même amélioré. En 2010, il y avait à peu près 6% seulement des Guadeloupéens qui consommaient 5 fruits et légumes. La veille de l'enquête, c'était un questionnaire qui était fait comme ça. Et finalement, en 2021, on a quand même 28%. Alors, on est très loin du compte. Mais je crois que le message là, c'est de continuer à délivrer les messages de sensibilisation, de prévention et de continuer à véhiculer que le mieux manger, ça peut se faire en fait. Ici, c'était pour vous dire, sur l'enquête Orsag, toujours 2021, que quand même, les femmes essayent de mieux faire. Donc, ça n'explique pas toujours le surpoids, du coup. Consommation de fruits tous les jours, on était à quasiment 67% versus 58% chez les hommes. Légumes tous les jours, 62%, là encore, elles font mieux que les hommes. Et puis les deux, c'était pareil, près de 80% chez les femmes versus 70% chez les hommes. Pour les boissons sucrées, ça avait été étudié aussi. Alors, pas plus d'un verre par jour ou pas tous les jours, 84% chez les femmes versus 73% chez l'homme. Et plus d'un verre, c'était 27% chez les hommes contre 15% chez la femme. Alors, est-ce le bénéfice de la loi sucre-Lurel? Je ne sais pas. Peut-être que ça commence à porter ses fruits. Mais j'étais assez étonnée de voir quand même qu'on essaye de bien faire et que malgré tout, on a ces taux de surpoids et d'obésité très ancrés. Bon, c'est un petit peu pareil. Ce qui était intéressant dans ce registre aussi, c'est que les personnes qui souffraient de maladies chroniques essayaient aussi de suivre les conseils des médecins. Notamment, puisqu'on parle d'hypertension, on avait quand même près de 40% quand même qui essayaient de suivre en fait les recommandations par rapport à leur situation médicale. Donc, je me suis intéressée aussi, est-ce qu'on bouge moins ? Là aussi, ça avait été fait en Guadeloupe, chez des étudiants, en fait. Déjà, bon, pas forcément de prise de petit déjeuner, une consommation de fruits et légumes pas très forte. Et puis, très clairement, une insuffisance d'activité physique chez les femmes. Donc, ah non, pardon, ça, c'est les boissons énergisantes, excusez-moi. Donc, ça, je vais passer là-dessus. On avait seulement 8% des femmes des étudiantes en fait qui pratiquaient au moins 60 minutes d'activité par jour contre 22% chez le garçon. Donc une activité qui est quand même plus fréquente chez les garçons et vous voyez quand même une forte consommation d'aliments, produits gras et sucrés très très élevée. Toujours pour un petit flashback, l'étude constante qui avait été menée à Saint-Martin en 2013 le montrait déjà. On avait 41% d'hommes qui pratiquaient une activité physique et seulement 32%. Ça diminuait selon l'âge. Ça diminuait aussi selon le niveau d'études. Plus il était bas et moins on en faisait. Donc ça avait démontré que, bien évidemment, l'exposition à la sédentarité, donc au moins 4 heures assis par jour chez la femme, donc 64% quand même des femmes dans cette étude-là restaient au moins assises pendant 4 heures,
Et donc, ils avaient fait le lien, du coup, avec le niveau d'obésité à ce niveau de sédentarité-là. Et puis, quelle image corporelle avons-nous de notre surpoids ? Est-ce que vraiment, comme l'a dit Astrid tout à l'heure, le surpoids, chez nous, des fois, c'est juste synonyme de beauté, d'être en forme, de bonne santé, de féminité. C'est dans notre culture créole. Et ça avait été un petit peu décrit par le professeur Carrère. Donc, c'est une dysmorphophobie, en quelque sorte. Le poids de la femme aux Antilles, c'est aussi la femme potomitan, la femme qui est jock, qui va porter tout à bout de bras, comme cette malheureuse, avec tous ces cocos-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller. Mais on a souvent cette image de pilier central, de la femme qui ne faiblit jamais, en fait, et qui se tait. Qui se tait tellement que, des fois, elle ne dit rien et qu'il y a un retard de diagnostic et de prise en charge. Aux Antilles aussi, on a beaucoup d'inégalités sociales. Il faut savoir quand même qu'on a beaucoup de situations de familles monoparentales, 55% de familles monoparentales versus 21% en France hexagonale. Et cela dès très tôt dans l'âge de la vie. Donc avant 1 an, on avait quand même déjà 54% de mères célibataires, puisque c'est bien souvent la femme qui élève ses enfants. Donc des conditions de vie moins favorables pour les enfants de familles monoparentales, bien évidemment, avec des parents souvent au chômage ou inactifs. Et puis la charge mentale, on n'en parlera jamais trop. Voilà tout ce que la dame elle a dans sa tête. Et lui, elle dit quand même, tu as oublié le pain, tu penses vraiment à rien. On en a parlé déjà plusieurs fois. Je voulais juste redire effectivement ce qui a été dit. Les femmes noires, effectivement, souffrent déjà plus d'hypertension artérielle chronique et donc ont un taux plus élevé de prééclampsie aussi. Et puis l'exposition au sargasse, dont Catherine a évoqué tout à l'heure l'étude qui a été menée par l'équipe de Daborizer, Rémi Neuvière, etc., au CHU, qui montrait effectivement que l'exposition au sargasse pourrait effectivement augmenter les désordres hypertensifs au cours de la grossesse, lorsqu'on vit près des côtes caribéennes remplies de sargasses, comme ici. Et c'est vraiment quand même quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter vu le dérèglement climatique. Alors, quelle prise en charge ? Le dépistage, bien évidemment. C'est pour cela que lorsque Claire Mounier-Veillé m'a demandé de réaliser la journée Cœur de Femme ici en Martinique, j'ai sauté les 2 pieds dessus et on a réalisé hier, du coup, pour la 2e année consécutive, la journée du Cœur des Femmes pour répondre à vraiment ce besoin de dépister les femmes qui ne viennent pas aux consultations ou qui ne trouvent pas de rendez-vous facilement ou qui se taisent comme on l'a vu, d'accéder plus facilement à un électrocardiogramme, à une prise de pression artérielle, etc. Donc notre équipe était en place hier avec un dépistage en 6 étapes. Voilà. En gros, c'était un petit peu ça. Il y avait même des Dopplers pour les patientes qu'on avait trouvées à haut risque cardiovasculaire. L'éducation, l'automesure, la prévention, bien évidemment, c'est très important. Dès le plus jeune âge, former à l'automesure, sortir de l'approche bikini, effectivement, qui n'est pas... ce qui ne doit plus en fait être la seule considération chez la femme, et tenir compte aussi des multiples déterminants sociaux, culturels et de nos croyances aussi. La population vieillit, comme l'a dit Astrid, effectivement, quand on regarde la pyramide des âges, déjà on voit qu'il y a quand même beaucoup de femmes ici, ce qui veut dire qu'on aura encore plus de femmes à traiter dans les années à venir. Donc, bon courage. Voilà, donc ça permettrait certainement aussi, plus on s'y prend tôt, de maîtriser les coûts sociaux et d'améliorer. Enfin, ce sont vraiment des enjeux de santé publique. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire.